Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Maffre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Hello les Be-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de Be Mindset. Ici Alexandre Maffre, fondateur de Be Mind Coaching. Je suis là pour te parler de l'épisode que j'ai eu avec Maëlia Legrand. Maëlia est la première femme que je reçois sur le podcast et c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir la recevoir. Elle est la créatrice de Manalab Wellness, une entreprise qui fournit des compléments alimentaires, ou plutôt des suppléments alimentaires, à base de plantes et de champignons adaptogènes. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir l'accueillir et d'avoir une discussion vraiment riche, éclectique, qui nous apporte une vision claire sur ce qu'elle fait, son parcours de vie, mais qui vient surtout nous expliquer ce que sont les plantes et les champignons adaptogènes. Maëlia est une vraie source d'inspiration. À travers son parcours, elle nous explique comment elle est passée d'une école de commerce à se former en nutrition, en phytothérapie, devenir professeur de yoga ou de breathwork, avoir une connaissance accrue sur tout ce qui concerne les états modifiés de conscience, la méditation, les psychotropes. Enfin bref, Maëlia a un champ de connaissances très très large et elle nous ramène tout ça avec simplicité, légèreté et douceur. Si tu aimes comprendre tous les éléments en lien avec l'alimentation, les plantes et les champignons adaptogènes, les états modifiés de conscience, comprendre comment améliorer sa santé à travers des choses simples comme le mouvement, la respiration, l'alimentation. Cet épisode est fait pour toi. Écoute bien le parcours de Maëlia, écoute bien cette discussion. Je t'invite à t'installer tranquillement, mettre tes écouteurs, éventuellement te servir un petit thé ou un petit café. Et je te souhaite une très belle écoute. Salut Maë, Et salut. comment tu vas? Bah écoute, ça va. Et toi? Impeccable, je te remercie. C'est un vrai kiff de pouvoir te recevoir depuis le temps où on échange à travers les réseaux sociaux. C'est aussi un grand plaisir parce que pour moi, c'est la première fois que je reçois une fille. Ah Et ouais? sur mon podcast, tu es la première. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir pour avoir une petite discussion autour de ton parcours, de ce que tu fais dans ton quotidien, autour de ton entreprise et toute ton histoire que tu vas nous raconter tranquillement pour qu'on puisse s'approprier des petits tips, des petits conseils autour de la santé, du bien-être et des produits que tu proposes. Donc, Pas sûr. je te... La première question que j'ai envie de te poser, c'est pas forcément une question, c'est je vais te demander de te présenter. Du coup, moi, je m'appelle Maëlia. En général, les gens m'appellent Maë. J'ai 28 ans et je suis la fondatrice d'une jeune start-up, d'une jeune entreprise, un jeune laboratoire, pour être très exact, qui s'appelle Manalab. Et pour me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que j'ai fait un parcours assez classique où j'ai fait une école de commerce pour au final bifurquer sur des sujets qui me plaisaient beaucoup plus à la base, qui étaient les sujets qui tournent autour du bien-être, de la santé, ce qu'on appelle la santé holistique ou la santé intégrative. Mhm. Et donc, j'ai bifurqué après mon école de commerce vers la naturopathie, le yoga, la nutrition. Et je me suis passionnée pour ces sujets pour au final arriver vers l'entrepreneuriat et me lancer voilà, dans un sujet qui est quand même très, très relié à tout ça et qui est le sujet de la phytothérapie, de la mycologie, de l'alimentation.
et de la supplémentation, parce que du coup, j'ai fini par créer une entreprise qui fait des compléments alimentaires à base de champignons et de plantes. Ok, excellent. C'est un parcours qui a pris combien de temps là, entre toutes ces formations? Euh, tu sors de l'école de commerce, tu as quel âge? Et tu te formes jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ça s'écoule sur combien de temps tout ça? Alors tout ça, j'ai jamais réfléchi à compter le nombre d'années, mais globalement, j'ai fini mon école en 2018. Ensuite, j'ai bossé un an je faisais bon, un boulot assez classique avec un côté un peu commercial et un peu marketing. Et en fait, ensuite, il m'a suffi, entre guillemets, d'un an pour réaliser que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Que j'avais fait 5 ans d'études et accessoirement 50 000 euros de prêt étudiant pour me rendre compte qu'en fait, le monde du business à l'époque, comme je le voyais, c'était pas fait pour moi. J'avais des envies j'étais déjà partie à l'étranger pendant mes études, donc c'était déjà une chance d'avoir pu déjà commencer mon petit chemin, parce que mine de rien, ça a commencé quand même en école de commerce, ces intérêts comme ça pour d'autres choses et des choses qui n'avaient rien à voir avec le parcours classique de l'école de commerce. Mais au bout d'un an, j'ai décidé de tout plaquer. Je vivais à Paris à l'époque. Ok. Et j'ai décidé de partir vivre à l'étranger, de partir découvrir, de partir un petit peu essayer de trouver un équilibre entre faire un petit peu de freelance pour avoir des sous de côté quand même, parce qu'il faut aussi rembourser le prêt accessoirement, et développer en fait ces compétences euh, que j'avais très très envie de développer depuis des années. Et donc progressivement, j'ai commencé par la naturopathie. Puis j'ai trouvé des limites en fait dans la naturopathie parce que j'étais très très cartésienne, et la naturopathie c'est génial, mais parfois ça manque un peu de fondement scientifique. Mhm. Du coup, un petit peu frustrée, je me suis dit que si je partais dans une école, enfin dans une université vraiment de médecine, ça irait mieux. Mais bon, c'est impossible à faire quand on vit en France. Du coup, je suis partie sur une université de médecine américaine, Stanford, pour une formation en fait en nutrition. Mhm. Là, ça m'a beaucoup plus parlé parce que c'était beaucoup plus concret, parce que ils apportaient vraiment des bases scientifiques, et les Américains sont très ressources, c'est-à-dire qu'on a besoin en fait d'avoir toujours des ressources sur tout, sur tout, sur tout. Et ce fact-checking, on l'avait moins en France. Du coup, voilà, j'ai adoré cet environnement-là. J'ai baigné du coup dans l'environnement un peu américain, ce qui m'a aussi permis de m'amener un peu d'une certaine manière vers les champignons ensuite, mais j'y reviendrai. Et voilà, je me suis passionnée pour ça, mais en même temps, j'étais aussi à l'étranger, du coup, j'avais ce côté très cartésien, et en même temps, petite recherche spirituelle, voilà, à l'époque, je bataillais aussi, mine de rien, j'ai toujours un peu bataillé avec les domaines de la santé mentale de par un diagnostic qu'on m'avait posé quelques années auparavant, dont je reviendrai dessus plus tard. Mais du coup, ça m'a amené aussi vers le yoga, et je me suis rendu compte qu'en fait, la nutrition, c'était bien, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait d'avoir une activité physique, de bouger son corps de certaines manières, qui permettait en fait d'avoir ce que je recherchais sans le savoir vraiment à l'époque, mais un équilibre psychologique, un équilibre mental, et retrouver des performances mentales que j'ai cherchées pendant honnêtement de très très longues années. Et donc voilà, donc je me suis intéressée un petit peu à tout ça, et ça fait que maintenant, euh, de par ces deux recherches primordiales qui étaient le yoga, donc la partie corps, et la partie nutrition, j'ai un petit peu mixé les deux pour, euh, pour continuer mon parcours, et c'est ce qui m'a amené en fait à monter mon entreprise dans les compléments alimentaires, parce que j'avais cette base de nutrition, mais en même temps, j'avais une envie de découvrir autre chose. Et donc, en étant à l'étranger, en parlant notamment et en m'intéressant à, à ce qu'on peut appeler de la médecine traditionnelle, dans des pays asiatiques notamment, par exemple, mais aussi en Amérique du Sud, euh, je me suis rendu compte que eux, ils avaient une vision assez holistique, en fait, de la même manière.
de certaines choses. Ils n'avaient pas forcément besoin d'expliquer scientifiquement quelque chose, mais en même temps, ils l'utilisaient depuis des milliers d'années dans leur... Enfin, ils ont un système qui est complètement différent et qui m'a permis d'ouvrir un petit peu mon esprit et d'être peut-être assez open Mhm. pour m'intéresser à fond à une thématique qui était les champignons. Et je pense que si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit, de me rendre compte qu'il y a plein de choses, etc., les champignons, on n'y vient pas, entre guillemets, naturellement. C'est un sujet qui, parfois, on se dit, mais autant les plantes, on sait que la phytothérapie existe, etc., autant les champignons, je pense que c'est vraiment, c'est plein de petites choses qui font que ça t'amène à découvrir ce monde extraordinaire, voilà, qui est le monde des champignons. Et donc, de fil en aiguille, je me suis passionnée pour le sujet des champignons adaptogènes parce que, encore une fois, toujours reliés à la fin, ils étaient directement liés en fait à la santé mentale et à comment est-ce qu'on peut avoir de manière 100% naturelle un impact sur notre cerveau Mhm. et un impact sur notre santé mentale. Donc voilà, de fil en aiguille. Donc ça, je dirais que au total, ça fait 6 ans. Ok. 6 ans. Ouais, à peu près 6 ans. Peut-être un peu plus même. Ouais, non, 6 ans. C'est un beau parcours. Tu nous as étayé un petit peu les différents cheminements que tu as pu traverser, et, les différentes formations que tu as pu suivre. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur euh, quand tu es en école de commerce, où j'ai cru comprendre que c'était même après ton de commerce, tu as Ouais. dû prendre un premier emploi. Euh, Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur durant cette période-là où tu t'es dit, OK, ça, c'est pas pour moi. En tout cas, je suis en train de faire fausse route. Il faut que je recalibre. Ça a peut-être pas été aussi clair, peut-être dans ton esprit, mais il y a eu ce mouvement du corps et de l'esprit, en tout cas. Euh, et si oui, c'est quoi l'élément déclencheur? En fait, je pense qu'il y a eu deux éléments déclencheurs. Un qui était beaucoup plus flou et un qui a été clair et net. Euh, Celui qui était beaucoup plus flou, c'est que j'ai grandi avec un TDAH et un TDAH très fort. Très, 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 très fort. C'est-à-dire que maintenant, et c'est d'ailleurs très, très dommage pour toutes les personnes qui se font diagnostiquer TDAH un petit peu sur le tard, parce que on décrédibilise un petit peu parfois cette pathologie-là, parce que c'est vrai elle est complexe à cerner. Je coupe. Est-ce que tu peux Vas-y. préciser ce qu'est un TDAH? Un TDAH, ouais, bien sûr. Donc, un TDAH, c'est un trouble c'est ce qu'on appelait avant l'hyperactivité, mais c'est globalement, surtout chez les femmes, en plus, euh, pas modélise, Manifeste? ça se, Manifeste? exactement, merci. Donc, chez les femmes, ça se manifeste un peu différemment. C'est moins axé sur l'hyperactivité, mais globalement, c'est un trouble de la concentration et de l'hyperactivité. Et dans ce trouble de la concentration, il y a aussi bien souvent des gros problèmes d'anxiété paralysante, donc deux problèmes de concentration, deux problèmes en fait de fatigue chronique. On a une énergie qui n'est absolument pas stable. Il y a une perception aussi des choses qui est un petit peu différente, souvent chez les TDAH. Et il y a plein de petites choses de la vie du quotidien qui peuvent être extrêmement handicapantes. C'est-à-dire, un petit exemple très imagé sur mon corps, j'ai plein de micro-cicatrices. Pourquoi? Parce que ça m'arrive très souvent de me blesser, je fais pas attention à quelque chose et donc j'ai un accident. J'ai eu des accidents de à peu près tout. Plein de petites choses comme ça. J'oublie un téléphone, ça s'appelle la taxe TDAH, ça c'est assez ouf. C'est le fait d'oublier tellement de choses ou de perdre tellement de choses que à la fin de l'année, ça revient à très très cher. C'est vrai, hein, ça a un nom en plus. Et donc, en fait, toutes ces petites choses font que, globalement, je me suis rendu compte très, très tôt qu'il y avait un truc qui, entre guillemets, n'allait pas chez moi. Pas dans le sens où ça allait pas parce que j'arrivais à peu près à vivre avec, mais je sentais qu'il y avait une différence. Il y avait une vraie différence, même depuis la cour de l'école, c'était marqué dans mes cahiers d'école, il y avait une vraie, vraie différence. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure du temps, quand tu es encore en école de commerce, ça peut aller. Mais à partir du moment où tu passes dans la vie active, que tu dois gérer l'appartement, que tu dois gérer les taxes, les impôts, que tu deviens, entre guillemets, un peu un adulte, là, bien souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se font diagnostiquer un peu tard, là, ça devient un vrai problème. Parce que cette différence-là, tu la ressens 2 fois plus. Parce que tu vois qu'en fait, ta vie, c'est un amoncellement de galères. Et tu ne sais pas pourquoi.
Moi, j'ai mes potes à l'époque qui m'ont dit, Maë, il faut absolument que tu crées un compte Insta. C'était au tout début d'Insta, hein, vraiment le tout, tout début. Un compte Insta VDM. Je sais pas si tu te rappelles de ça, vie de merde. Ouais. Ouais, Voilà. ok. Parce que ma vie était un VDM. Il m'arrivait toujours, toujours, toujours les trucs qui n'arrivent qu'à toi, tu sais. Ouais, bien sûr, hein. Et donc, je pense que ce truc-là fait que il y a un moment où il fallait que je change parce que je me suis rendu compte aussi que j'ai été peut-être pas complètement, c'est un peu le principe de la neuroatypie, c'est que pour un fonctionnement en entreprise, j'étais peut-être pas totalement, alors pas apte, mais en tout cas, c'était pas adéquate pour moi. Hmm. Donc ça, il y a eu le premier truc qui m'a fait me dire, écoute, tu as quand même un prêt de 50 000 euros sur les épaules, c'est pas ouf, mais il y a un moment, il va peut-être falloir que tu te réveilles avant d'avoir 45 ans et que tu te recalibres sur quelque chose qui te correspond plus. Et c'est un des principes du TDAH aussi, c'est que si tu n'aimes pas quelque chose ou si tu n'as vraiment pas d'intérêt pour cette chose-là, c'est très, très, très compliqué, mais et c'est horrible parce que j'ai l'impression d'être une princesse quand je dis ça. Mais en fait, c'est tellement compliqué que ton cerveau peut littéralement refuser de te donner accès à la concentration qui va te permettre d'être bon dans un job ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, donc il y a un moment en fait où j'ai pas vraiment eu le choix. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est tombé pile poil au moment où j'ai perdu ma grand-mère, qui est la personne qui m'a élevée, en grande partie, allez, on va dire 80%. Et du coup, elle est décédée. Elle est décédée d'une maladie qui touche malheureusement beaucoup de gens, qui est le cancer. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'elle bataillait avec et qu'elle avait gagné du temps grâce à un changement d'alimentation. Quand elle est tombée malade, je me suis renseignée à fond sur plein de choses, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et elle a gagné énormément de temps, en fait. Elle a gagné 3 ans juste avec de l'alimentation. Donc j'avais ce premier truc qui me disait, écoute, tu as réussi quand même grâce à des conseils, grâce à voilà, une passion que j'ai développée pour l'alimentation au moment où ma grand-mère est tombée malade, j'ai réussi à lui faire gagner du temps. Donc il y a peut-être un truc à chercher là-dedans. Il y a peut-être un truc qui fait que on y pense, enfin on n'en parle pas assez, mais ça fait partie des leviers auxquels on ne s'intéresse pas assez pour solutionner des problématiques. Et donc, je vais commencer à me mettre encore plus dans ce levier-là, dans m'intéresser encore plus à l'alimentation. Et je me suis dit, bah, si ça a marché pour elle, pour ce type de pathologie-là, ce type de maladie-là, peut-être que on peut l'utiliser aussi pour solutionner mes propres problèmes, qui sont toutes les problématiques qui tournent autour du TDAH. Et donc, je me suis dit, OK, très bien, l'alimentation, c'est une passion. Le côté neuro, c'est une passion parce que très égoïstement, j'ai envie de trouver des solutions parce que là, c'est pas possible. On venait de me mettre sous médicaments et les médicaments TDAH, ce sont des amphétamines. Donc, prendre des amphétamines toute sa vie, il y a un moment, Ouais. c'est pas jouable. Il y a des effets secondaires en plus, enfin bref. Donc, je me suis dit, bah, je vais partir à fond dans ce qu'on appelle la neuronutrition. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à me passionner pour ça. Et je pense que les deux éléments déclencheurs, cette usure, en fait, due à mon TDAH, qui me posait de vrais problèmes, et cet élément déclencheur qui fait que quand quelqu'un meurt proche de soi, déjà, on réalise que la vie est courte et qu'on a envie de faire des choses. Et aussi parce que c'était la preuve, en fait, qu'il y avait probablement quelque chose à creuser dans la thématique nutrition. Parce qu'elle avait gagné du temps grâce à ça et que malheureusement, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez du fait qu'on a une vraie responsabilité et on a un vrai moyen d'agir sur ce qui nous arrive, sur la personne qu'on devient, sur notre vie, quoi. Et ça peut passer par l'alimentation, ça passe aussi par le style de vie, l'activité physique, quel type d'activité physique, les lectures, il y a plein, 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 plein de leviers hyper intéressants. Et, euh, et en France, on s'imagine qu'il n'y a que des médicaments, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et laissé parce que c'est bien, tu déroules sans même que j'ai besoin de te poser la question d'après. Donc ça, c'est top. Euh, donc effectivement, là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire,
comprendre que l'alimentation est un levier fort de l'amélioration de notre santé au naturel, que ça peut avoir un impact, certes, sur notre apparence physique, parce que c'est la première chose que les gens vont retenir, mais surtout et aussi sur notre impact psychologique, notre manière de penser en fonction de ce qu'on va manger, on va pas penser de la même manière. Euh, Ouais. et donc la preuve avec ce que tu nous racontes là, où effectivement, en modifiant ta manière de manger, ça t'a permis, tu me dis si je me trompe, de reprendre un peu le contrôle de tes émotions et de ton énergie. Ouais, entre autres. En fait, j'ai envie de dire, c'est même encore mieux que ça. Dans le sens où, alors bien évidemment, quand je parle de nutrition, il y a la partie nutrition hyper importante et après, on peut, disons, passer à, je crois qu'en... alors, tu m'as dit que tu avais beaucoup d'hommes, donc je vais essayer de faire un truc un peu masculin. C'est la Non, je t'en prie. nitroglycérine qui permet d'être plus puissante que que l'essence ou pas? Ah, oui, sûrement. J'ai essayé de trouver un truc par rapport on va dire l'automobile. Bon, ben, donc, d'après ce que je sais, il me semble que la nitroglycérine est plus puissante que l'essence. Eh bien, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est la base de la base, et il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour changer son cerveau, ses états émotionnels et changer sa santé de manière générale, qui du coup va impacter aussi son cerveau. Et après, il y a l'autre partie qui est ce que j'appelle la supplémentation. C'est probablement un anglicisme qui permet de, entre guillemets, aller sur un truc encore plus targeté, encore plus. Il y a certaines choses qui vont agir directement sur l'anxiété, d'autres choses qui vont agir directement sur la concentration, d'autres choses qui vont agir directement sur l'énergie. Et ça c'est vrai que c'est peut-être plus facile de l'obtenir via de la supplémentation. Mais déjà en termes de base, en changeant son alimentation, on peut avoir un impact, par exemple, en rajoutant des petits trucs tout simples, hein, mais des fibres. Ça peut permettre de rééquilibrer son microbiote. Et son microbiote, on sait pertinemment que ça a un impact direct sur le cerveau, parce que, bah, accessoirement, tu as quand même 90% de la sérotonine qui est créée là-dedans. Donc, et la sérotonine, c'est un peu l'hormone entre guillemets, l'hormone du bonheur. Je simplifie au max les choses, mais donc je veux dire, c'est un exemple tout bête du lien entre les deux, mais on peut avoir donc un impact sur notre microbiote, un impact sur nos neurotransmetteurs, sur notre insuline, par exemple, qui va impacter directement le côté émotionnel. Et les gens, d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui suivent, par exemple, pour prendre le cas de l'insuline, hein, un régime, ce qu'on appelle un régime cétogène. Je sais pas si ça te parle. C'est quand voilà, il faut pas le faire trop longtemps et attention, ça convient pas à tout le monde. N'hésite Mais pas, globalement, n'hésite pas à expliquer ce qu'est un voilà, régime cétogène. un régime cétogène, c'est un régime alimentaire où en fait on se focalise majoritairement sur les lipides, un peu de protéines, bien évidemment des légumes et quelques fruits type les fruits rouges. Le but, c'est de maintenir en fait un taux de glucides, donc un taux de sucre le plus bas possible. Et cet état-là permet en fait au corps de se modifier légèrement chimiquement parlant et de passer en ce qu'on appelle un état de cétose. Et en fait, c'est quand le corps va aller chercher l'énergie, au lieu d'aller chercher l'énergie dans le glucose, il va aller chercher l'énergie, vu qu'il en a plus, dans la, entre guillemets, la matière grasse, donc dans le gras. Et il va changer en fait sa source préférée d'énergie. Et ces modifications-là font que le fonctionnement du cerveau va être peut-être un petit peu différent. Et ça va permettre pour certaines personnes de trouver un peu plus d'équilibre au niveau déjà énergétique, au niveau émotionnel aussi, parce que du coup, il y a beaucoup moins de liens avec un pic d'insuline, un pic de glucose. Et ça peut avoir un impact énormément, et ça peut même clairement avoir des impacts sur nos états émotionnels et nos états psychologiques. Et notamment, par exemple, le régime cétogène, c'est un régime qui est utilisé dans des pathologies qui sont directement liées au cerveau, comme par exemple ça y est, j'ai un trou de mémoire. À la base, c'était épilepsie. Donc, Mhm. ça permet en fait de réduire les crises d'épilepsie chez les épileptiques, par exemple, mais il l'utilise aussi dans la bipolarité. Et il commence maintenant à l'utiliser aussi dans le cas des TDAH
parce que justement, ça permet de moduler de manière un petit peu différente le cerveau. Donc en fait, on voit clairement que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais que l'alimentation de manière générale peut avoir un impact énorme en fait sur notre corps, oui, mais sur notre cerveau énormément aussi. Ok. Et donc, le deuxième pont que tu as fait direct, c'était, alors tu l'as très peu évoqué par rapport à l'alimentation, et j'aimerais qu'on l'étoffe un petit peu, c'est le rapport au mouvement, le rapport Ouais. vulgairement au sport, à l'activité physique. Euh, Toi, dans ton vécu, quelle place ça a pris dans le fait d'améliorer ta santé et ton bien-être? Euh, Ça a pris deux places. La première place que ça a pris, euh, alors, ouais, ça a pris deux places. La première place, c'est que j'ai commencé, j'ai toujours été plus ou moins un peu sportive, c'est-à-dire que je touchais à tout. Je faisais un peu de tennis par là, un peu d'équitation par-ci, un peu de rando, un peu de tout ça. Donc j'ai toujours été assez active, mais toujours assez active, proche de la nature. Ok. Et pour moi, je pense que c'est assez essentiel, et d'ailleurs, il y a des études qui le montrent. Faire du sport, c'est top, mais le but, c'est aussi d'essayer de le faire un maximum en lien avec l'extérieur. C'est bien de faire un petit peu d'abdos dans sa chambre, mais ça n'aura pas le même impact. Le fait d'aller de bouger et d'être peut-être en contact avec la nature, je trouve, moi, que ça a eu un impact qui était un peu plus grand sur moi. Et donc, j'avais besoin de cette connexion à la nature-là. Donc, je suis allée sur le running. Et ça m'a, honnêtement, ça m'a changé la vie. Le fait de courir, ça m'a permis d'avoir pareil, un vrai impact sur ma santé mentale parce que c'était d'une certaine manière un moyen pour moi de euh, déjà de rééquilibrer mes hormones, mais aussi d'avoir un moment où en fait je me défoulais et j'avais cet état méditatif en fait dans le fait de courir. Donc c'était pour moi un moyen à la fois d'avoir mon moment à moi et c'est hyper important et en même temps voilà de faire du sport en pleine nature etc. Mais d'avoir cet état seul un peu méditatif je sais pas je sais pas comment expliquer mais c'est assez phénoménal comme effet. Donc ça, il y a eu ce premier type d'activité physique-là. Et ensuite, il y a eu un deuxième qu'on appelle maintenant un petit peu de l'activité physique somatique Mhm. et qui a été pour moi mon approche, entre guillemets, du yoga et le fait de partir dans le yoga et d'avoir une approche beaucoup moins bourrine du sport et donc pas courir 25 bornes à fond les ballons, etc. Tu reviens, t'en peux plus. C'est génial parce que ça te permet de laisser sortir des choses. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un moyen aussi de laisser sortir des choses de manière beaucoup plus subtile et d'une certaine manière beaucoup plus efficace, qui était de travailler avec ce qu'on appelle les fascias. Et en fait, les fascias, c'est un petit peu ces connexions tissus. Enfin, comment expliquer les fascias de manière simple? Peut-être que toi, tu pourrais le dire de manière simple Je vais te parler de manière très anatomique. C'est une fine couche par-dessus les muscles qui va servir de lien entre le muscle et les nerfs, voilà, qui ont tendance à venir protéger les muscles c'est comme une petite couche qui permet de protéger les muscles des différentes infections, des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui a tendance à, comme toute chose qui protège, parfois à se rétracter, à se resserrer, à se tendre. C'est quelque chose qu'on veut à travers la pratique du yoga, entre autres, euh, ouais, permettre de redonner du mouvement à nos fascias. Voilà. Comment je l'explique. exactement. Eh ben, en fait, moi, j'ai découvert ça via l'Ayurveda. Donc, dans le monde du yoga, ça, c'est une explication maintenant qui est très liée du coup, à l'anatomie et à la partie occidentale, en fait. Donc, le fait de découvrir les fascias, ça vient, en fait, des nadis, qui sont on appelle ça les canaux énergétiques en yoga et donc dans l'Ayurveda, dans la tradition indienne. Et donc moi, j'ai au début découvert les nadis, qui pour moi n'avaient pas de sens parce qu'il n'y avait aucune base scientifique derrière, parce que je ne comprenais pas, mais c'est quoi ce truc, de l'énergie, blablabla.
Et en fait, bon, je me suis ouverte au truc et je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, teste. Teste, les nadis, les énergies, on verra plus tard. Teste déjà l'effet que ça te fait. Et donc, j'ai testé et dans le fait d'apprendre le yoga, de développer comme ça, de découvrir des choses dans mon corps juste grâce au mouvement, je me suis rendu compte que j'avais aussi une capacité énorme grâce à mon corps et grâce à des mouvements qui étaient doux. Pas besoin d'y aller à fond, pas besoin de juste des étirements légers de certaines parties du corps, etc. Ça permettait en fait d'étirer et de travailler sur les fascias et donc pour faire un parallèle au yoga, de laisser passer l'énergie et d'enlever des blocages qu'on appelle en yoga des blocages énergétiques, mais qui, si on le rapproche vraiment à nous, notre vision occidentale, c'est justement travailler sur les fascias pour débloquer des choses qui se sont en fait bloquées au fur et à mesure du temps. Des postures, par exemple, des postures comme ça qui nous poussent à être renfermés sur nous-mêmes, ça va, ça a un impact en fait énorme sur la partie émotionnelle. Et donc, parce qu'on stocke énormément, entre guillemets, de traumas et d'émotions. Euh, et ça m'a permis de découvrir en fait à quel point l'activité physique, mais sans avoir besoin de cardio, etc., juste en travaillant sur ces fascias, pouvait aussi libérer énormément de choses et amener du coup un équilibre psychologique énorme et agir en fait énormément sur la santé mentale. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un énorme yoga boom en France maintenant. C'est parce que les gens réalisent, sans vraiment le savoir peut-être, mais qui se sentent mieux. Ils savent pas pourquoi, mais ils se sentent mieux. Et l'explication, en fait, elle est là. Alors, l'explication très, très simplifiée, hein, mais Non, c'est intéressant ce que tu ramènes là. Il y a un point que j'aimerais soulever essentiel par rapport à ce que tu racontes, c'est comprendre ces deux polarités qui nous composent toutes et tous, qui est mhm, le yin et le yang, si on reprend la référence au yoga, mhm, où aujourd'hui, il y a souvent deux écoles, c'est-à-dire quand on est un peu surmené, des personnes qui sont très actives ont tendance à dire j'ai besoin de me défouler, donc à un surmenage psychologique, déjà physique lié au travail ou à un contexte familial ou autre, vont venir se rajouter une couche un petit peu de fatigue en se dépensant encore un peu plus avec une activité très yang qui peut être la course à ouais, pied, le crossfit, la musculation, enfin, toutes ces pratiques où l'énergie et la combativité doivent être les maîtres mots. Et sinon, tu as l'autre polarité où tu as des personnes qui vont être bah non, plutôt très yin, très calmes, avec des activités très douces. Et je pense qu'on a besoin de ces deux polarités pour ouais, se sentir bien, faire sortir notre côté. Le yang, c'est le côté masculin, c'est le côté combat, c'est le côté feu. Et le yin, côté doux, calme, féminin. Et tu as exploré ces deux polarités et tu as dit de manière naturelle que les deux te faisaient du bien. Tu as commencé par la course à pied ouais, en pratiquant et à un moment donné, tu t'es dit, j'ai besoin d'autre chose, pas forcément d'appuyer à fond, mais peut-être besoin que je ralentisse. Et c'est pas plus je me dépense, mieux je me sens, en fait. non, C'est vraiment un équilibre des deux. Pareil, pour l'avoir expérimenté à titre personnel, je sais que appuyer tout le temps à fond sur la pédale d'accélérateur, à un moment donné, dans tous les cas, ton corps est tellement bien fait qu'il va te dire merde et va te ramener gentiment à faire du yin, à faire du calme, tu vois. ouais, Et donc, exactement. tu as ramené ça parfaitement et ça m'a ramené ça à l'esprit. Donc merci. Ben, c'est normal. Mais je pense que, ouais, je pense que tu as raison. On a besoin du yin et du yang. Mais dans tout ce qu'on fait, hein. Dans toute notre vie, on a besoin des deux. Et c'est la preuve aussi que le yin, la partie du coup douce, la partie qu'on considère, parce qu'on vit dans un monde très patriarcal, qu'on considère comme étant inférieur, de par ses caractéristiques entre guillemets dites féminines, et donc inférieure, on est quand même encore dans un monde qui fonctionne comme ça, et ben en fait, au final, ça l'est pas forcément. Et ça peut avoir le même impact et un impact aussi important que quelque chose d'aussi énergique et dynamique que la course à pied, par exemple. Tu as Ok. tout à fait raison. Euh, donc,
Maintenant qu'on a vu les deux grands piliers qui ressortent de ta discussion, c'est vraiment l'alimentation, le mouvement qui ont participé grandement à l'amélioration de ton bien-être. Ouais. Ça t'a amené à gentiment aller vers l'entrepreneuriat. Tu quittes ton poste. Je ne sais pas ce que tu faisais exactement comme job à l'époque. Je faisais du développement commercial et du marketing. Ouais, bah, tu quittes ce job dans le commerce pour aller vers l'alimentation, la supplémentation donc, qui existe, hein, qui vont parler de complémentation ou de compléments Ouais, alimentaires. ouais, Et donc, tu crées Manalab. ouais, C'est ça. Donc, je te laisse, exactement. je te fais une passe en profondeur, je t'ouvre le champ. Raconte-moi un petit peu l'histoire de Manalab. Euh, et voilà, raconte-moi ça. Du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais sur la supplémentation et les compléments alimentaires. Quand on parle de compléments alimentaires en France, on imagine de la vitamine C, des acides aminés, on imagine, et c'est très vrai d'ailleurs, hein, étymologiquement parlant, c'est ce que c'est qu'un complément alimentaire, c'est un complément de l'alimentation, en extrayant en fait des molécules des minéraux, des vitamines, etc., de quelque chose qui était alimentaire à la base. Mais ma vision des choses, même si je pense que dans certains cas, pour certaines femmes par exemple qui ont des règles très très abondantes, il va y avoir besoin de se supplémenter en fer. Pour certaines personnes qui vont avoir tendance à surcompenser, être surstressées, etc., ça peut être intéressant aussi de se supplémenter en magnésium par exemple. Mais de manière générale, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du complément alimentaire, je me suis dit que c'était un petit peu une aberration sur certains points parce que ça poussait les gens en fait à ne même pas à ne pas faire attention à leur alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis vu que j'ai mon magnésium et vu que j'ai mon truc là, eh ben je j'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange. Et donc les oméga 3, c'est pas grave, j'ai une petite pilule qui m'apporte des oméga 3. Donc ben, j'en ai pas besoin. Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai parce que pour bien synthétiser certaines choses qu'on trouve dans les aliments, c'est pas pour rien qu'un aliment, il est composé de plein de choses différentes. C'est qu'on a aussi besoin de ça. Prendre de la protéine comme ça directement, c'est bien, mais si l'alimentation à côté ne contient pas ni de fibres, ça peut avoir des effets complètement négatifs aussi. Donc, ma vision des choses, c'était de dire, bah, c'est top, j'adore le monde des compléments alimentaires parce que je pense que ça peut vraiment permettre d'avoir un impact. Mais ce que je cherchais, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas retrouver justement dans l'alimentation parce que j'avais toutes ces connaissances en alimentation et je pense qu'on c'est pas si compliqué que ça au final de bien manger en fait les choses les plus simples, les moins transformées, parfois aussi les moins chères, honnêtement, apportent énormément de choses. Donc, au lieu de me concentrer sur essayer d'extirper des choses de l'alimentation en tant que telle, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on ne peut pas obtenir via notre alimentation et qui pourraient être bénéfiques aussi, qui viennent de la nature, qui viennent des plantes, des champignons, des choses comme ça. Et c'était au moment où je m'intéressais aussi un petit peu, du coup, dans mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser aux champignons et il y a plein de choses qu'on retrouve dans les champignons qu'on mange, mais il y a plein de choses qu'on retrouve aussi dans des champignons qu'on ne mange absolument pas ou dans des plantes qu'on ne mange pas et qui sont ultra bénéfiques. Et du coup, je me suis dit, étant donné que j'avais cette passion pour l'alimentation, euh, j'avais envie d'apporter autre chose, d'apporter quelque chose qui vient de la nature aussi, qui a été utilisé depuis des milliers d'années dans énormément de sociétés, de civilisations, et qui rapporte un plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aux champignons, aux plantes, parce que ces plantes et ces champignons contiennent des composés bioactifs qui sont ultra intéressants. Et dans mon cas, c'était très intéressant pour la partie neuro, pour la partie euh, comment solutionner naturellement mon problème de TDAH. Et donc, je me suis vraiment dirigée vers cette partie que j'appelle moi plutôt supplémentation, plus que complément alimentaire, parce qu'on ne peut pas l'avoir dans l'alimentation. Donc, c'est pas, enfin, voilà, c'est un complément alimentaire tu vois, qui n'en est pas vraiment un. C'est pas du magnésium, c'est pas.
C'est pas de l'oméga 3, même si je pense que ça peut être intéressant de se supplémenter dans certains cas. Si on veut, on peut aussi l'avoir dans l'alimentation. Et c'est ces composés-là qu'on retrouve dans les champignons notamment, et qu'on retrouve dans certaines plantes qu'on appelle, en tout cas, dans mon cas, dans ce qui m'intéressait, dans les plantes adaptogènes, on ne pouvait les retrouver que là-dedans. Et donc, c'est ce qui m'a amené un petit peu à ça. Et je dirais que c'est, tu vois, peut-être d'une certaine manière, où on le met dans l'alimentation, ou on le met dans un autre pilier, peut-être un peu à côté. Je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des perceptions. Mais c'est ça, en fait, qui m'a amené à ça. Et Ok. donc, je me suis intéressée un petit peu à tout ça et je me suis dit, bah, super, je trouve que le sujet est passionnant et on n'en parle absolument pas en France. C'est parti, je vais ramener des plantes et des champignons sur le marché français et je vais créer une boîte là-dedans. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher. Alors, je sais pas si tu veux que je parle un petit peu de ce parcours-là. De... Ouais, bah, du coup, j'ai commencé à chercher un laboratoire en France, parce que ces plantes et ces champignons-là, ça sert à rien de les mixer, de les écraser, de les foutre en complément. Il faut les extraire. Il y a tout un processus assez technique et assez scientifique derrière. Donc, je me suis rapprochée d'un laboratoire français, de formulateurs un petit peu à droite à gauche, de formulateurs avec des visions différentes, des formulateurs très scientifiques et d'autres beaucoup plus axés sur les médecines traditionnelles. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, on a créé ces formulations-là à base de champignons, à base de plantes, pour les amener sur le marché français et pour que je puisse maintenant voilà, dire que je fais des compléments alimentaires qui sont du coup compléments alimentaires, mais j'appelle ça plutôt de la supplémentation Non, mais c'est bien à la base de supplémentation. plantes et de champignons. Je trouve que supplémentation, bah, dans supplément, ça vient supplémenter ton alimentation. Ouais, Et le petit point que tu as fait ressortir et qui est totalement vrai, c'est que c'est pas quelque chose qu'on trouve directement dans l'alimentation directe et qu'on a ouais, extrait. C'est vraiment bah, un supplément. C'est quelque chose en plus ouais, qui va aider à améliorer notre santé, notre bien-être et surtout psychologique. J'ai cru comprendre. ouais. En tout cas, pour moi, mon axe, c'était celui-ci parce que c'était celui qui me touchait voilà, Le de plus. plus près, quoi. Et donc, de là est né Manalab. Et de là est né Manalab exactement. J'ai du coup travaillé pour développer des compléments alimentaires qui permettaient, donc des suppléments, qui permettaient au début, j'ai commencé avec les deux problématiques qui étaient les plus handicapantes dans le cas d'un TDAH, qui était la partie anxiété-sommeil et la partie concentration-énergie. Parce qu'un TDAH, encore une fois, on a une énergie comme ça, et pour se concentrer, c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'on donne au TDAH des amphétamines pour avoir la capacité, entre guillemets, de se concentrer. Et la partie anxiété et sommeil, qui sont malheureusement très courants aussi chez les TDAH, mais pas que, mais qui sont très courants. Et donc, je me suis axée là-dessus en cherchant vraiment quelles étaient les plantes et les champignons qui auraient un impact direct sur l'anxiété, sur le sommeil, qui allaient pouvoir permettre de re-réguler tout ça. Et de l'autre côté, des plantes et des champignons qui permettent en fait au lieu de... Les amphétamines, c'est bien, mais ça emprunte l'énergie de demain pour alimenter celle d'aujourd'hui. Mhm. Tu fais un, tu fais un crédit, entre guillemets. Tu vois, tu sais que cette énergie-là, tu l'empruntes à demain. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière plus claire, mais pour moi, Ouais, c'est ouais, vraiment, super. voilà. Voilà. Et du coup, trouver des plantes et des champignons qui agissent à la fois sur la concentration et l'énergie sans être des stimulants directs comme on peut l'avoir du coup dans les amphétamines ou dans d'autres types de substances qui vont vraiment apporter Mhm. euh, que de l'énergie directe. Donc voilà. Et donc j'ai commencé par ça. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivée sur le dernier produit qu'on a sorti là il n'y a pas très très longtemps, qui est un café aux champignons. Euh, parce que, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une chose, mais ça c'est arrivé très très tard, qui était aussi primordiale, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais ce sont les habitudes. Et ça, je pense que c'est
j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais en fait, les habitudes, c'est la base, c'est la base. C'est que en mettant en place des petites habitudes tous les jours, déjà, au bout d'un certain moment, en fait, ton cerveau n'a même plus besoin de se concentrer sur l'habitude parce qu'il va le faire automatiquement. Ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. Et c'est, nous sommes en fait des êtres d'habitude. On a besoin de ça. On a besoin de petites choses qui reviennent chaque jour pour être plus performant, plus moins stressé, moins. Et en fait, c'est cet effet entre guillemets composé de plein de petites habitudes chaque jour qui font que sur le long terme, ça va changer les choses. Et donc, la réflexion, c'était de se dire, on va essayer de trouver le moyen. La caféine, c'est pas si mauvais que ça, mais il faut juste pas en abuser. Donc, d'avoir un café qui a un peu moins de caféine, parce que c'est composé, c'est compensé justement par les effets des champignons, et qui en même temps apporte tous les bienfaits des champignons. Et t'as pas l'impression de prendre une gélule, de prendre un médicament. Ça rentre dans une habitude. C'est le genre de truc que tu ne peux pas oublier, parce qu'encore une fois, TDAH, ça veut dire oubli. Donc, une fois sur deux, j'ai jamais réussi à prendre la pilule contraceptive parce que, ben, mauvaise idée pour moi, je l'aurais oublié. Et donc voilà, il y avait cette dimension habitude. Et donc le but, c'est de maintenant, grâce à, enfin voilà, grâce à, enfin, disons que dans Manalab, je suis arrivée aussi à ce constat qu'il fallait aussi créer quelque chose qui permettait d'entrer en fait dans les habitudes des gens et de commencer d'avoir un premier geste en fait qui kickstart la journée sur une bonne habitude. Et c'est un truc tout bête, mais c'est pareil quand tu commences ta journée par prendre un bain de lumière et aller marcher, mais même 5 minutes à l'extérieur. Tu reviens et tu prends un petit déj qui est, par exemple, si tu décides de prendre un petit déj qui est sain par rapport à, enfin, pour le reste de ta journée, il y a de fortes chances que ça change tout le reste de ta journée. Juste parce que tu avais ces deux petites habitudes-là qui ont tout changé. Et donc, le but de créer un café aux champignons, c'est la même chose. C'est que ça va apporter des choses qui vont être super bénéfiques pour le reste de la journée. Et c'est quelque chose que tu vas faire tous les jours parce que tu peux pas l'oublier. En général, les gens n'oublient pas de prendre leur café. C'est pas possible. On fonctionne tous pareil. J'aime beaucoup ce que tu dis, vraiment, parce que tu refais sortir un point qui est, alors effectivement, le côté habitude du corps humain, de l'être humain, euh, qui est en partie rassurant pour notre cerveau, Mhm. mais comprendre aussi que notre corps fonctionne à l'économie. Et Ouais. avoir des habitudes, pour lui, ça lui demande certes de le mettre en sécurité, qui est notre premier besoin sur l'échelle des besoins, sur Mm. l'échelle de Maslow, je crois que ça s'appelle. Ouais, Euh, c'est ça. euh, mais qui plus est, vu qu'on fonctionne à l'économie, notre corps, plus il pratique et plus il fait la chose de manière régulière, moins ça lui coûte de l'énergie. Et Ouais. j'aime le fait que tu aies cette vision de pouvoir apporter une petite chose simple qui est vraiment ancré dans les habitudes des Français et je pense de beaucoup d'autres personnes partout sur la planète, euh, Mm. pour permettre une amélioration sans forcément que ça coûte de l'énergie. Ouais. Et qui plus est, pour en donner. Ouais. Ce que je veux dire? Et, Ouais, euh, bien sûr. et ça, je trouve ça excellent. J'adore ta vision. Et on sent derrière ton discours, derrière ton entreprise, qu'il y a une vision. Et au-delà d'une vision, il y a une mission. Et, euh, Ouais. et ça, je trouve ça beau et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec toi. Donc c'est top. Euh, J'aimerais, pour pas que ça fasse trop long après notre échange et qu'on arrive à Bien sûr. conserver les gens attentifs à ce qu'on leur envoie, qu'on aborde l'essence même de, ton produit, de tes produits, tu as parlé de plantes et de champignons adaptogènes. J'aimerais qu'on Ouais. appuie là-dessus, que tu expliques ce que ça veut dire adaptogène, faire la différence avec chose qu'on a déjà évoquée en off, mais hallucinogène et champignons adaptogènes, ce n'est pas la même chose. On va la Mm. redire et insister là-dessus, bien comprendre le fondement de ces plantes et de ces champignons, à quoi ça sert et adaptogène. Je te laisse nous expliquer.
Alors, je vais essayer de vraiment rendre la chose assez synthétique parce que c'est vrai que la notion d'adaptogène, elle est très particulière et elle est assez complexe d'un point de vue scientifique. Mais en effet, tu as raison, ça n'a rien à voir avec hallucinogène. C'est comme comparer un chat et un chien. Les deux sont des mammifères, les deux sont des animaux, mais globalement complètement différents. Leur fonctionnement complètement différent. Les deux vont avoir, c'est vrai, un impact sur le cerveau, mais pas de la même manière. Pas de la même manière parce que les psychotropes, dont les champignons hallucinogènes qu'on appelle, enfin la substance qui est la psilocybine, elle va aller directement toucher le cerveau sur un certain nombre de processus ça va être assez direct sur le cerveau directement. Alors que les plantes et les champignons adaptogènes, ils vont moduler en fait des réponses et des systèmes du corps entier, cerveau, corps, enfin corps, partie cellulaire, intestin, etc., donc microbiote, etc., pour permettre de rééquilibrer, ouais, de trouver un équilibre entre le système endocrinien, qui est le système hormonal, et le système neuro. Et donc, en fait, essayer de rééquilibrer les neurotransmetteurs et les hormones, qui sont très, très liés, hein. Les deux fonctionnent complètement de pair, pour tel ou tel but. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les adaptogènes, c'est qu'elles vont venir s'adapter, ce sont des plantes et des champignons qui vont venir s'adapter en fait au corps pour modifier le métabolisme afin d'augmenter un petit peu de ci, un petit peu de ça, pour pouvoir rééquilibrer. Et on les appelle les adaptogènes parce qu'il y a ce côté rééquilibrant, il y a ce côté homéostasie, comment est-ce qu'on arrive à retrouver l'équilibre. Que dire de plus? Que dire de plus? Et donc, en plus du coup de ces capacités rééquilibrantes, il va y avoir dans ces plantes et ces champignons adaptogènes des substances qui vont être particulièrement intéressantes pour le cerveau parce que justement, si elles ont la capacité de venir agir sur les neurotransmetteurs et agir sur le système endocrinien, c'est parce qu'il y a des substances qui sont très intéressantes et plein de types de substances différentes en fonction des plantes et en fonction des champignons. Et certaines vont venir agir plutôt sur le côté abaissement de l'anxiété. On parlait de yin et de yang, c'est un petit peu pareil en fait. Abaissement de l'anxiété, retrouver un sommeil réparateur, etc. Et d'autres qui vont travailler peut-être un peu plus sur redonner en fait de l'énergie, mais de l'énergie qui, encore une fois, qui n'est pas, c'est pas stimulant. C'est on va rééquilibrer de manière à ce que le corps fonctionne mieux. Le fonctionnement, par exemple, du cerveau, enfin, disons que les choses fonctionnent mieux parce que ça va permettre une meilleure oxygénation, parce que ça va permettre une meilleure connexion entre les neurotransmetteurs, parce que voilà, il y a plein de... C'est compliqué d'expliquer, entre guillemets, comment fonctionnent les adaptogènes, parce qu'en fait, la réalité, c'est que chaque adaptogène fonctionne un peu différemment. Mais disons que le dénominateur commun, ça va être d'avoir un impact sur le métabolisme du corps, sur les systèmes du corps, euh, pour avoir un impact direct sur le cerveau. Et c'est aussi, il y a une notion qui est quand même assez importante, c'est que ce sont en fait des plantes et des champignons qui ont majoritairement poussé, en tout cas qui se sont développés dans des pays un peu lointains, parce que nous, on a la chance d'avoir un climat qui est tempéré, qui est doux, voilà, la vie est douce ici. Et ces plantes et ces champignons-là, ils avaient besoin de se développer dans des conditions plus rudes. Ce qui fait que, et je crois que c'était Dylan enfin, un pro du rythme circadien qui me disait que il me semble que c'est le principe de l'hormèse. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un petit peu sur ce principe-là, c'est que des choses dures vont permettre à ces plantes et ces champignons-là de développer les composés qui sont bénéfiques et qui ne se seraient pas développés si on les avait pas soumis à rude épreuve. C'est un peu le principe aussi du système immunitaire. Si tu mets des petites doses de stress, des petites doses de quelque chose à un système immunitaire, il va se renforcer. C'est un petit peu le même principe. Et c'est pour ça que du coup, ils ont cette caractéristique-là aussi, c'est que ce sont des plantes, des champignons qui sont peut-être plus puissants en termes de composés,
de par leur développement pendant des milliers d'années sur des terrains tellement hostiles, dans des terres tellement hostiles, qu'ils ont dû développer des surcomposés, entre guillemets, des composés surpuissants par rapport à du romarin qui est par exemple très très bien, mais qui apporte voilà, des super composés, mais peut-être un peu moins puissants, et donc les impacts sont un peu moins grands, Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ou quelques-uns? bien sûr. Alors, pour rester vraiment dans les principaux, en plantes, on va avoir vraiment les principales plantes adaptogènes, on va avoir le ginseng, coréen majoritairement, donc asiatique. On va avoir la rhodiola rosea. On va faire un truc très méthodique. Ouais, Le nom et son bienfait. ok, pas de souci. Alors, ok, ça va dépendre aussi un peu des gens. Mais, de manière générale, le ginseng, ça va être quelque chose, ça va être à la base, c'est une racine, donc une plante racine, qui va apporter de l'énergie. C'est ce qu'on donne notamment dans les pays asiatiques pour les personnes qui dépassent la quarantaine en traitement préventif. On leur fait prendre, eux, ils considèrent qu'à partir de 40 ans, ça y est, t'es vieux. C'est fini. Non, mais dans le sens où, en fait, ils considèrent qu'à partir de 40 ans, tu as besoin de rentrer dans un système de prévention. Et donc, ils donnent du ginseng pour maintenir l'énergie, maintenir la libido aussi, parce que ça va justement pousser aussi un peu la libido, et maintenir les capacités cognitives. Donc ça, c'est vraiment les trois buts principaux du ginseng. Ok. Et il va y avoir aussi une partie un peu anti-stress, comme toutes les plantes adaptogènes qui vont moduler le cortisol. Et donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, il va y avoir un effet anti-stress. Et quand je dis stress, encore une fois, ça concerne donc toutes les plantes adaptogènes et tous les champignons adaptogènes. Et c'est le stress, pas que psychologique, c'est tous Mhm. les types de stress. Ça va Mhm. permettre au corps d'être plus résistant. Le stress, c'est aussi le froid, c'est le stress psychologique, bien évidemment, mais c'est aussi Physique. le, l'environnement dans lequel on vit, c'est voilà, tous les types de stress compris. Et ça, c'est un truc qui revient chez tous les adaptogènes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la rhodiola rosea. La rhodiola rosea, elle, pareil, au début, elle était utilisée pour l'immunité, plutôt dans les pays un peu la Russie, la Sibérie, etc. Un petit peu le Népal aussi, pour abaisser en fait le stress et parce que ouais, ça reste quand même un des principaux et augmenter pareil la résistance. La résistance du corps, la résistance au froid, parce que du coup, en l'occurrence, c'était en Russie. Et maintenant, elle est très utilisée, encore une fois, vraiment pour la partie stress, pour la partie anxiété, pour la partie abaissement de tout ça. Mais il faut faire attention parce que la rhodiola rosea, en fonction des gens, elle peut être un petit peu stimulante, comme peut l'être le ginseng. Donc, typiquement, avant de se coucher, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ok. Et la troisième plante la plus connue, ça va être l'ashwagandha. Et Ok. l'ashwagandha, c'est pareil, elle va venir agir sur l'anxiété, sur le stress. Et en fait, dans son nom latin, il y a la connotation somnifera, qui est aussi la partie sommeil. Donc, elle va aider un petit peu à l'endormissement, mais surtout aussi à avoir un sommeil un peu plus réparateur, un peu plus long enfin, voilà, sur le long terme, avoir un sommeil où on ne se réveille pas toutes les 4 minutes. Voilà. Et on ne coupe pas en fait son deep sleep, enfin, son sommeil très profond. Mhm. Ça, c'est pour les plantes majoritaires adaptogènes. Pour les champignons, il y en a également trois que je citerai. Ça va être le reishi, qui est originaire, pareil, d'Asie, qui à la base était utilisé plutôt pour, pareil, pour le sommeil, la gestion de l'anxiété et l'immunité. En fait, tout c'est pareil. Il y a un dénominateur commun, c'est que ce sont des plantes et des champignons qui agissent tous parce qu'ils modulent justement les systèmes du corps sur l'immunité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a découvert, en fait, à la base, ces plantes et ces champignons, c'était pour l'immunité. Après, on s'est rendu compte que via l'immunité aussi, il y avait plein d'autres bénéfices. Ça, c'est pour le reishi. Ensuite, il y a le lion's mane. Le lion's mane, c'est quelque chose qui va venir, pour moi, c'est le plus intéressant, parce que c'est quelque chose qui va venir
booster ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc, ça va avoir un impact sur la concentration, sur la mémoire, parce que ça va stimuler la sécrétion de nouveaux neurones et favoriser en fait le lien entre les neurotransmetteurs et les neurones. Donc ça, c'est pour le lion's mane, qui va avoir aussi un effet apaisant en termes d'anxiété, parce que ça va moduler aussi les niveaux de cortisol. Et le dernier, c'est le cordyceps, qui, lui, va avoir... On peut peut-être faire un lien entre le cordyceps et le ginseng, parce que c'est pareil, le cordyceps, il va... toi, ça doit te parler, bien évidemment, augmenter... c'est la VO2 max. En fait, ça augmente l'oxygénation des cellules, ça augmente notre résistance par rapport à l'effort, l'effort physique notamment. Et ça va booster aussi, il va y avoir un côté neuro, ça va booster aussi l'énergie qu'on peut avoir, l'énergie mentale, l'énergie qui est utilisée par notre cerveau, parce que ça augmente l'énergie de manière générale, un peu de la même manière que le ginseng. Donc si je devais vraiment faire un parallèle entre les champignons et les plantes qui se ressemblent un petit peu en termes de fonctionnement, qui sont toutes adaptogènes et qui se ressemblent un peu en termes de fonctionnement, je dirais le ginseng et le cordyceps un petit peu similaires en termes de fonctionnement, la rhodiola rosea et le lion's mane un petit peu similaires aussi parce qu'ils vont pas être 100% sur l'énergie, ils vont être entre euh, un apport d'énergie et une gestion de l'anxiété aussi, avec bien évidemment le lion's mane qui a ce côté vrai plus pour le cerveau de par son action sur la neurogénèse. Et ensuite, tu as le reishi et l'ashwagandha qui vont avoir un côté un peu plus yin, on en parlait tout à l'heure, un peu plus yin et qui vont avoir des effets sur vraiment l'anxiété, le sommeil et la partie on redescend, on apaise. Et les autres qui vont avoir tendance à être plutôt on remonte et on stimule sans emprunter l'énergie de demain, mais on stimule quand même. Ok. Est-ce que j'ai essayé de faire un... Non, c'est très bien, impeccable. En tout cas pour ma part, je suis pas non plus expert dans ce domaine-là, donc je, je- j'écoute avec attention tes paroles, et donc c'est très clair, très synthétique, avec les bienfaits de chacun. Je pense que tu aurais pu être encore un peu plus exhaustive, mais comme je t'ai demandé d'être concis, c'est juste nickel. À Euh, 6, ça fait déjà... et pas pour conclure, parce que la conclusion elle va arriver juste après, mais juste un petit parallèle avec tes produits, histoire de comprendre que dans tes produits, on retrouve ces plantes et ces champignons. Ouais, Et je crois de mémoire que tu as destiné certains produits à certains objectifs. Euh, ouais. voilà, je te laisse un peu en parler vite fait. Alors, en fait, du coup, oui, pour l'instant, on a trois produits. Deux, entre guillemets, suppléments, compléments alimentaires à proprement dit, qui sont sous format liquide pour en fait être mis directement sous la langue. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que tout est expliqué sur le site, mais globalement, faire en sorte que ce soit beaucoup plus assimilable que des gélules classiques qui, mine de rien, il y a quand même la barrière hépatique, il y a quand même la barrière digestive qui rentre en compte dans le cas des compléments alimentaires. Et le fait de le mettre en format liquide, ça évite justement d'avoir ces deux barrières-là et ça permet de passer directement dans le sang. Donc, on a deux compléments alimentaires, un qui est vraiment axé sur le côté apaisant et le côté sommeil, et qui va justement contenir du reishi et de l'ashwagandha, entre autres. Il n'y a pas que ça, il y en a six, mais entre autres, ça contient ça. Et un autre qui va être plus justement sur la partie concentration, énergie. On peut étendre aussi à libido, parce que ça contient quand même les deux, et qui va notamment, par exemple, contenir du ginseng dont on a parlé tout à l'heure, et bien évidemment d'autres plantes et champignons. Et du lion's mane aussi, bien évidemment, parce que c'est vraiment pour le côté concentration et énergie. Et le troisième produit qu'on a sorti, du coup, on en parlait tout à l'heure, c'était le café aux champignons. Euh, et on l'a sorti, je te parlais tout à l'heure, tu vois, de ce côté rituel, de ce côté routine, d'où le format et le fait que ce soit un café. Et on a décidé en fait de mettre les trois champignons adaptogènes à l'intérieur, le cordyceps, le reishi et le lion's mane, pour avoir quelque chose d'assez synergique, d'assez équilibré tout au long de la journée. Ça permet
de se supplémenter, parce que ce sont toujours des extraits qu'on utilise. Les poudres de plantes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait très long, mais globalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si on veut, en tout cas, non, ça sert très rarement à grand-chose, sauf dans le cas de la maca, mais je ne vais pas rentrer dans les trucs trop. Voilà. Et donc, on a utilisé donc, des extraits de champignons dans le café parce que ça permet à la fois d'avoir de l'énergie via le cordyceps, de la concentration et travailler vraiment sur la partie mémoire, concentration et cognition via le lion's mane. Et la partie aussi gestion de l'anxiété au quotidien, parce qu'encore une fois, c'est un effet cumulatif. Il faut le Mhm. prendre plusieurs jours. C'est un rééquilibrage du corps, donc forcément, ça prend un certain temps. Euh, le reishi pour le côté travailler sur le sommeil le soir et sur la gestion de l'anxiété au quotidien. Ok. Et pourquoi le café? Pour ce côté, tout le monde prend le café le matin, mais aussi parce que, mine de rien, la petite quantité de caféine dans le café, ça permet aussi d'augmenter l'assimilation. Ça fait partie des moyens qu'on peut utiliser pour augmenter l'assimilation des composés. Et pourquoi que des champignons dans celui-ci? Pour la bonne et simple raison que dans les champignons adaptogènes, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires, voire quasiment pas, et très peu de contre-indications médicamenteuses. Ce qui n'est pas le cas avec les plantes adaptogènes. Sur les plantes adaptogènes, il faut faire super attention parce que, euh, parce que le ginseng, par exemple, ou la rhodiola rosea, ou même l'ashwagandha, ça peut pas être pris dans certains cas. Dans les cas de femmes qui sont allaitantes ou qui sont enceintes, dans le cas de certaines maladies, il y a pas mal de choses. On peut pas les prendre non plus avec des antidépresseurs. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et il faut faire très attention. Et donc, pour nous, créer un produit qui rentre dans le lifestyle de tout le monde et qui est facilement intégrable dans sa routine, euh, oui, mais à condition que ce soit vraiment très facilement intégrable dans sa routine et qu'il n'y ait pas à vérifier toutes les contre-indications, etc. Et c'est vrai que dans nos compléments alimentaires, euh, on met ça bien en avant, ça reste, c'est pas anodin. C'est pas anodin, on peut pas le, enfin, il faut vraiment faire attention à ne pas prendre des médicaments qui pourraient, voilà, avoir des contre-indications pouvoir, enfin, des effets négatifs à cause de ces compléments-là, ne pas avoir de pathologie particulière. Il faut, bien évidemment, on détaille tout, mais globalement, les champignons sont plus simples à utiliser parce que il y a moins d'effets potentiels, il y a moins d'effets secondaires potentiels. Ok. C'est Ok. l'intérêt des champignons. C'est que ils sont pas, voilà, leur fonctionnement est pas tout à fait, sont pas tout à fait les mêmes que les plantes. Et du coup, on a décidé de se focaliser vraiment sur les champignons, sur le café, parce qu'encore une fois, c'est un produit qui est certes un complément alimentaire, mais c'est du lifestyle. C'est du Mhm. lifestyle, c'est le truc qu'on se fait tous les jours. Et il peut y avoir des cas, dans ce cas-là, tu vois, c'est par exemple, si on en prend un petit peu trop, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que les effets des champignons, encore une fois, vont avoir un impact, si on surdose un tout petit peu, il n'y a pas de vrai risque. Mhm. Les effets, au pire des cas, ça ne va pas rajouter énormément d'effets, mais ça risque pas de surdoser. En Ok. tout cas, beaucoup moins que les plantes adaptogènes. Donc, c'était un peu l'intérêt aussi d'utiliser du coup que les champignons sur le dernier. Donc, tu as, une belle gamme de produits qui correspond en tout cas qui répond à différents besoins. Ouais, Donc vraiment, alors, je rebondis très rapidement sur le café parce que j'ai pu le tester et vraiment top en termes d'assimilation. Moi qui suis plutôt sensible de l'estomac quand je prends un café, c'est pour ça que j'en bois pas souvent du café. ouais. Mais par contre, j'ai vraiment senti les effets et ça, je tiens à te féliciter, hein, c'est vraiment, vraiment cool. Et en plus, il est bon. Donc non, vraiment un bon produit. Donc, j'invite vraiment les gens à aller creuser, fouiller sur ton site et aller voir les différents produits que tu proposes. Euh, et donc, la dernière partie que je fais à chaque invité, c'est un petit peu réponse du tac au tac. J'ai trois, quatre questions et l'idée, c'est d'être le plus concis possible et le plus réactif possible sur les questions. OK? Ok, je vais essayer. Allez, non, tu verras, c'est très simple. La première question que je pose à mes invités, c'est ta routine matinale parfaite.
C'est hyper drôle. Je suis en train de faire un. Oh là là, oh, désolée, je m'étale. Euh, je suis en train de faire un petit e-book à mettre sur le site, justement. Donc, la routine matinale parfaite pour moi, c'est euh, me lever. Si je me lève et qu'il y a déjà du soleil à l'extérieur, c'est le premier truc que je fais, c'est voilà, je prends le soleil et éventuellement, je vais marcher peut-être 5 minutes. Ensuite, je reviens, je me pose tranquillement avec, bien évidemment, mon café parce que oui, voilà, maintenant, je consomme mon propre café, mais j'ai toujours été un peu une fan de café. Donc, je me pose avec mon café, quelques exercices de respiration, ou en tout cas, ça peut être exercice de respiration ou peut-être un peu de lecture, mais en tout cas, un moment de pas d'écran, pas de téléphone, pas de rien du tout. Juste un moment où on émerge, entre guillemets, et on prend ce petit moment pour soi, peu importe la longueur, mais en tout cas, j'ai vraiment tous les jours ce petit moment. Ça peut être de temps en temps, c'est peut-être de la lecture, de temps en temps, c'est peut-être de la respiration. Ça va dépendre, mais globalement, c'est vraiment un petit moment toute seule pour moi avec mon café. Et ensuite, je bouge. C'est pareil, ça va dépendre, mais je bouge mon corps. Donc, ça peut être ou quelques étirements via du yoga, ou je vais courir, ou je fais quelque chose qui me permet de bouger mon corps. Ok. Et globalement, c'est un peu ces trois steps-là. Je dirais peut-être la lumière, si j'en ai la possibilité et que je me lève à une heure où il y a de la lumière dehors. Ce moment où je prends le temps d'émerger tranquillou, sans contact avec quoi que ce soit de digital. Et je prends du coup mon petit temps pour moi pour prendre mon petit café. Et bouger de son corps, réveiller son corps, donner à son corps en fait le temps pareil, de se mettre en mouvement, de se mettre en marche via des étirements de yoga ou le fait d'aller courir. Et encore une fois, on parlait de yin et de yang, ça va dépendre des jours, en fonction de comment est-ce que je me sens. Ok, super. Euh, Ton livre ou ton auteur préféré, ou à défaut, si tu as pas ça, le dernier livre lu qui t'a le plus impacté. Hmm. J'ai pas particulièrement d'auteur préféré. Je suis assez fan. J'ai une culture entre guillemets très américaine. Donc tout ce qui est développement personnel à l'américaine, j'aime bien. Et j'aime bien euh, des podcasts par exemple, ou même des livres comme Rich Roll. Je sais pas si ça te parle. Donc j'aime beaucoup ce type d'auteur-là. Mais je pense que le dernier livre qui m'a vraiment impacté, c'est un livre de Gounel, qui est du coup un auteur français, qui fait du développement personnel hyper accessible via des histoires romancées, ouais, romancées, mais avec une grosse dose de développement personnel et de spiritualité dedans. Et le livre s'appelait Et tu trouveras ou Et tu découvriras le trésor qui est en toi. Et je l'ai adoré parce qu'il est, contrairement à ce que j'ai l'habitude de lire, il est hyper facile, il est hyper accessible et bizarrement, il m'a vraiment impacté. Il m'a vraiment impacté, ça m'a permis ouais, d'avoir une vision peut-être de la spiritualité un peu différente. Il est très intéressant, très sympa et ultra facile à lire. Je l'ai lu en 4 jours. 4 jours, hyper simple, hyper court. Ouais, hyper facile à lire, donc je le recommande. Et c'est pour ça que je dirais celui-ci, parce qu'il est cool. Il est vraiment cool. Ok. Un peu moins facile. Ta citation du jour. Ma citation du Non. jour. D'aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ou en tout cas, si tu as une citation préférée, laquelle c'est, ou un mantra que tu te répètes régulièrement, qui pourrait inspirer d'autres personnes. Euh, alors, c'est pas forcément du jour, mais je pense que ça fait partie des mantras qui reviennent très très souvent, en tout cas que j'essaie de me rappeler très très souvent. C'est, comment est-ce que je peux résumer ça? C'est tu rigoleras dans 10 ans. Tu rigoleras dans 10 ans dans le sens où j'ai tendance à me poser 10 fois trop de questions, beaucoup trop. Et on a tous tendance à voir un peu
peur de l'avenir, peur de faire une bêtise, du regard des autres, peur de plein de choses. Et on vit en fait un peu tous dans cette peur-là. Et je trouve que ce fait de se dire, mais si tu te remémores la situation dans laquelle tu es maintenant, dans 10 ans, à ton avis, qu'est-ce que tu en penseras? Quel sera ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu auras des regrets? Et en fait, ça te permet de relativiser vachement. Parce qu'il y a plein de choses qui nous prennent vachement le chou tout au long de la semaine. Et en fait, si on regarde bien et qu'on se dit, mais tu penseras quoi de ça dans 10 ans? Tu te dis, franchement, Hmm, au final, vas-y. c'est ça. Vas-y, ou surtout, arrête de te prendre le chou. Arrête de te prendre le chou parce que dans 10 ans, encore une fois, t'en rigoleras. Ou même dans l'autre sens, tu seras content d'avoir pris ces décisions-là. Ok, super. Dernière question, et on se quittera là-dessus. Ouais. Une personne à me recommander dans le cadre du développement de mon podcast, en lien avec la santé naturelle, le bien-être, le mouvement, la respiration, l'alimentation, euh, le domaine neuro, le domaine de la respiration, j'ai déjà dit, du sommeil, voilà. Si tu avais quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui t'inspire, vers qui je pourrais me tourner. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré, mais je suis désolée, ça va être encore un homme. Oh là là. Euh, ouais, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un avec lequel j'avais échangé sur Instagram. Son nom sur Instagram, c'est Ad Homéos, je crois. Ad Homéos. Je vais te redire ça, je vais regarder. Et lui, il est très spécialisé sur pareil, sur le sommeil, sur la gestion du stress, avec, et il en parle de plus en plus en ce moment sur ses vidéos, donc c'est assez intéressant, le fait de savoir quelles sont ses limites et d'avoir ce côté yin et yang. Et le côté yin, bien lui donner de l'espace et de la place et le prendre en considération, parce qu'on vit encore une fois dans une société où on pousse à fond à la productivité. Et moi, je sais que, bien évidemment, c'est mon combat, donc c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce côté 100% productivité. Et pour être productif, il faut aussi avoir ce côté yin. Et je trouve que lui, il en parle pas mal. Il vulgarise pas mal de concepts là-dessus. Et donc, sur Instagram, il s'appelle Ad Homéos, je crois. Je te redonnerai pour que tu puisses le mettre en lien, son nom exact. Donc voilà, je dirais que pourquoi pas, je pense que ça peut être une bonne personne à interroger. Et c'est la seule qui me vient parce que je consomme tellement peu. Il faut vraiment que je le change parce qu'à chaque fois, ça m'arrive, ce genre de truc. Il faut que je change mes habitudes justement de consommation de contenu parce que je consomme quasiment que du contenu en anglais. Parce que je trouve qu'ils sont en avance sur nous, sur ça, sur beaucoup de sujets. Et je trouve que le contenu en français, ça manque un peu parfois de choses nouvelles. Et donc je n'aurais pas 36 000 personnes malheureusement à conseiller Ton parce que référent en anglais, c'est qui? moi j'adore Andrew Huberman Ouais, ok. pour la partie neurosciences. Je le trouve assez top. Rich Roll, pareil, très très bien. Il y a pareil, une neuroscientifique très intéressante qui s'appelle Tara. Tara. Attends, je vais te dire ça dans une seconde. Tara, j'ai ses bouquins, je les ai partout. Ah merde, hop. J'en ai pour une seconde. Peut-être que tu pourras couper. Swart, Ok, c'est ça. Tara Swart, Swart. Donc, moi, je dirais que si vraiment je devais en donner, tu vois, trois.
ce serait Rich Roll, que j'adore parce que lui, il mixe à la fois la partie physique, endurance, c'est un ultra marathonien, un ultra trailer, et la partie nutrition et développement perso. Andrew Huberman, parce que hyper scientifique, hyper sur les références. En plus, Stanford, c'est du coup l'école que j'ai faite aux US. Et Tara Swartz, parce qu'elle, elle a, pareil, le côté très scientifique, neurosciences, mais en même temps, elle est issue elle est indienne à la base, donc elle est issue d'une culture où il y a aussi toutes ces notions dont on a parlé de développement perso, mais qui n'ont pas forcément de fondement scientifique. Et donc, elle lie les deux. Un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec le yoga et les fascias. Le yoga et le mouvement somatique. Elle fait pareil, elle fait neurosciences et ce qu'on a dans l'Ayurveda. Comment est-ce qu'on peut lier les deux et comment est-ce qu'on explique en fait tout ça de manière assez vulgarisée, synthétique. Et elle a ce côté du coup à la fois hyper scientifique et hyper dev perso et spirituel. Je trouve que les trois sont un très joli mélange. Très, voilà. Donc pour ceux qui parlent anglais, foncez. Ok, bah écoute, Maëlia, je te remercie beaucoup de ton temps, de ta dispo, de cet échange très riche, très instructif et j'espère que pas mal de personnes pourront s'inspirer de ton parcours et que ça leur parlera beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à aller la suivre, Manalab, essayez ses produits et puis n'hésitez pas à donner des retours. Voilà. Un grand merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Salut.